Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de cours 13 pardon. Je sais plus où est-ce qu'on en est nous. Donc cours 13, maths 0600, H 2021. Bon, j'ai fait quelques petites vérifications sur GeoGebra que je vais vous montrer à présent, qui vont vous montrer que le premier calcul est le bon, donc en tout cas que le résultat obtenu au premier calcul est le bon, et que le deuxième résultat, j'ai dû faire une erreur quelque part, mais je vais vous montrer que ce deuxième résultat est aussi correct. Okay, et je vais le faire en passant par GeoGebra, à défaut d'avoir trouvé l'erreur de calcul. Donc, hop, on va faire appel à cette technologie. Hop. Ah oui, c'est l'écran 1, mais je veux qu'on me voit quand même. Donc, hop, voilà. Ah. D'accord, j'ai un petit souci de seconde. Voilà, ce sera mieux. Ok. Donc là, voilà, je vais mettre GeoGebra donc. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc normalement, comme vous devriez le voir, oups, je voulais vous montrer que si je prends les deux droites sur GeoGebra, en définissant les droites en passant par deux points particuliers, donc le point en prenant, par exemple, donc mes deux équations ils sont là, en prenant t égale 0 et t égale 1, puis ici s égale 0, s égale 1, bon, ou moins 1, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, mais voilà. Je me suis dessiné les deux droites. Et puis ce qui est génial aussi avec GeoGebra, c'est qu'on peut vérifier le calcul de la distance entre les deux droites. Et en faisant le calcul de la distance entre les deux droites, vous devrez noter que la valeur est 0,53. C'est-à-dire cette valeur-là. Donc celle-ci, ce calcul-là a été, même s'il était long, a été très bien mené et il n'y a pas eu d'erreur de calcul. Par contre, le calcul sur le plan, c'est là où ça s'est un petit peu moins bien passé. Donc on va le vérifier maintenant sur GeoGebra, ce qui a peut-être pu se passer. Et on va voir également que la distance entre les deux plans P1 et P2, là, on devrait avoir une distance qui est égale à... qui devrait être égale à la même chose. Ok, donc je vais le vérifier à présent. Donc pour le vérifier à présent, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné mes deux droites. Alors je vais juste faire un zoom. Juste pour qu'on puisse voir un peu plus facilement ce qui se passe. Ok. Donc ce que je vais faire pour dessiner mes plans, c'est que je vais d'abord, alors s'il veut bien arrêter de bouger, je vais d'abord dessiner des droites parallèles pour pouvoir définir mes plans correctement. Donc, alors mes parallèles, je les fais comme ça, voilà. Donc je vais faire une parallèle à F passant par un point de G et une parallèle à G, si j'y parviens, passant par F. Donc là on commence peut-être à moins bien voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de couleur pour faire correspondre les parallèles avec les parallèles, ou alors juste, comme vous pouvez le voir là, si je bouge un petit peu, on peut voir qui est parallèle à quoi. Alors, par contre, je suis en train de me dire qu'il manque peut-être une droite, ouais. Donc il me manque une parallèle. Je pense que j'ai pas dû faire la bonne parallèle. Mince. Je veux la supprimer, donc je vais effacer, peut-être ça va être celle-là en trop là. Voilà, elle doit être en trop. Donc ce que je veux, c'est une parallèle. Je refais à celle-là, passant par B. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre des couleurs pour qu'on voit bien la correspondance entre les différentes choses. Donc les deux droites ici, que je vais mettre propriété en rouge. Donc sachant que la droite qui nous intéressait, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, oui, c'est l'autre. Donc celle-là, je vais la mettre en pointillé. Juste pour faire comprendre que je viens de faire une parallèle. Puis ensuite, ces deux-là, on va les mettre en vert. Donc, couleur. C'est juste pour qu'on puisse suivre hein, ce que je vais faire maintenant. Hop. Et cette fois-ci, la parallèle, c'est celle-là. Je vais le mettre en pointillé. Ok, donc là je remets le contexte avec les couleurs, donc on est en train de chercher la distance entre la droite vert pleine, donc sans pointillé, et la droite rouge pleine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les parallèles, donc j'ai tracé la parallèle à la rouge, passant par un des points par lesquels passe la droite verte,
Et j'ai fait ensuite la parallèle de la droite verte, passant par un des points de la droite rouge. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir définir un plan, parce que pour définir un plan, il me faut deux droites qui s'intersectent s'ils ne sont pas parallèles. Et là, c'est le cas, les deux droites ne sont pas parallèles, donc il faut deux droites qui s'intersectent. Donc là, c'est maintenant le cas. Et je vais donc tracer mes plans. Donc, hop. Alors, plan, ligne, ligne. Donc là, on va le faire. Je vais prendre cette ligne rouge. Ah. D'accord, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en mettant les noms. Donc je vais mettre la droite F, donc c'est la plaine rouge, avec la pointillée verte qui est, pas G, mais qui est I. Donc voilà, j'ai un premier plan bleu, comme vous pouvez le voir là. Et puis je vais en tracer un deuxième. Donc le plan, encore une fois, passant par deux lignes. Donc les deux lignes ici sont la vert pleine qui est G et la rouge à pointillé qui est H. Ok, et donc là, comme vous pouvez le voir, on vient donc de construire deux plans coplanaires. Hop là. Alors, attendez, je vais le faire. Et puis je vais mettre peut-être un peu de couleur, juste pour qu'on puisse bien voir la différence entre les deux plans. Si j'y parviens, donc je vais mettre une couleur, je sais pas, je vais mettre orange. Voilà. Ok. Voilà, je viens de construire donc deux plans coplanaires, ok, tels que l'une contient la droite F, donc cette droite D, et l'autre contient la droite G qui est la droite D', ok, dans le schéma de notre GeoGebra ici. Et donc là, normalement, la distance entre les deux droites correspond à la distance entre les deux plans. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une distance entre les deux plans. Et normalement, je devrais trouver la même chose. Donc je vais vous le montrer avec ça. Et puis quand je verrai l'erreur en faisant le PDF, vous le verrez sur le PDF. Où se trouvait l'erreur? Ah, j'ai fait une bêtise. Donc distance. Bon, c'est plan-plan, mais c'est pas grave. Donc P avec Q. Et je trouve également 0,53. Alors ce que je trouvais, c'était 0,57. Quelque chose, je ne l'ai pas écrit, mais donc du coup j'ai dû faire une erreur quelque part en faisant mes calculs, mais normalement je devrais obtenir le même résultat. Ok, donc pour avoir la distance entre deux droites, on a donc maintenant deux méthodes sous la main. Soit je le fais en faisant avec les points et faisant les projetés orthogonales au fur et à mesure, soit ce que je peux faire, c'est construire deux plans qui sont coplanaires, l'une passant par une droite, l'autre passant par l'autre droite. Et ensuite, je regarde le projeté d'un point en particulier sur l'un des plans vers l'autre plan, et je regarde la distance formée par ces deux choses. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, les deux plans étant coplanaires, la distance entre les deux points, si vous faites une perpendiculaire entre les deux plans que vous avez, ça sera toujours la même longueur. Et toujours cette même longueur, c'est en fait 0,53. Ici. Voilà, donc je voulais juste revenir sur ce point pour vous montrer, pour mettre en évidence que normalement, si j'avais bien fait mes calculs, donc il doit y avoir une erreur de calcul quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, si j'avais bien fait mes calculs, j'aurais dû trouver le même résultat ici. Voilà, alors on va pouvoir passer maintenant à l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, et on va le faire à travers un exemple. Ok, donc je vais couper la source 2. Pour l'instant, s'il fait bien. Voilà, ok. Bon. Alors maintenant, on est parti pour l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. C'est facile ici aussi. Je vais peut-être essayer de garder ce découpage du tableau en deux là. Hop. Donc là on arrive vraiment à la nouveauté du cours. Enfin, nouveauté. Il y avait déjà un peu de nouveauté dans ce que je venais d'expliquer avec les deux plans. Mais le point important de ce cours, c'est l'orthonormalisation. Le bouchon ça ne veut pas. Orthonormalisation de Gram-Schmidt. Je ne sais plus si c'est deux. Je vais vérifier 2 secondes.
que je l'ai pas mal écrit. Ça, les noms, des fois, c'est terrible, les noms. Les mathématiciens, parfois. Est-ce que c'est... Bah, alors apparemment, c'est bien un seul M. Ah, gramme. Schmidt, c'est bon, je suis sûr, mais gramme, j'étais moins sûr. Bon, c'est bon. Ok. Donc, Gram-Schmidt, j'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Alors, l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, bah, je vais vous expliquer avec un exemple comment on va faire, comment ça marche. Déjà, je vais juste vous motiver la chose. Donc, la motivation, le but de ce cours, le but de cette partie de cours, c'est, étant donné une famille libre, oups, je vais appeler U1 jusqu'à UK, qu'étant donné une famille libre, U1, UK, nous souhaitons construire une famille epsilon 1 jusqu'à epsilon k telle que, donc plusieurs choses. On veut que l'espace engendré par les vecteurs epsilon 1 jusqu'à epsilon i, c'est le même que l'espace engendré par les U1 jusqu'à ui. Donc, la première chose, c'est qu'on veut que les epsilon 1 jusqu'à epsilon i sont des vecteurs directeurs engendrant le même espace que U1 jusqu'à UI pour tout I. Pour tout I dans un cas. Donc j'écris comme ça, je rappelle, cette notation c'est pour dire que ce sont les entiers entre 1 et k. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Bah, par exemple, si U1, U2 forment un plan, ce que je veux, c'est avoir epsilon et epsilon 2 qui forment le même plan, qui engendrent le même plan, qui donnent les vecteurs directeurs du même plan. Sauf que ces vecteurs directeurs sont orthogonaux. D'accord? Donc c'est ça qu'on va ajouter comme condition supplémentaire. On veut que ce soit orthogonal et en plus normé. Donc on veut que les epsilon 1, epsilon k sont orthogonaux 2 à 2. Autrement dit, epsilon i perpendiculaire à epsilon j pour tout j. Je ne peux pas m'empêcher à mettre les symboles. Donc pour tout j, i différent de j du moins. Et donc dire que c'est perpendiculaire, je rappelle, ou orthogonal, ça revient à la même chose. Donc là, remarquez, j'ai oublié de mettre des flèches. Alors je vais mettre les flèches. Trop habitué aussi à faire des... Alors à savoir que quand on étudie les espaces vectoriels ou des choses comme ça, au bout d'un moment les flèches on les dessine plus. D'accord? Parce que à force de les étudier et tout ça, on a compris qu'en fait des vecteurs c'est beaucoup plus général que ça. Pour l'instant on ne travaille que des vecteurs dans le plan et on verra dans le prochain cours, la première partie du prochain cours, qu'en effet on peut voir des espaces vectoriels dans d'autres cadres, donc des plans, des droites, dans d'autres cadres que juste la géométrie comme on est en train de le voir. Okay. Donc là, ce que je voulais juste rappeler, c'est que ça revient à la même chose que de dire epsilon i scalaire epsilon j égale 0. Et on veut de plus que la norme de epsilon 1, on veut en plus que les epsilon 1, epsilon k soient normés. Donc sont normés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme des epsilon i est égale à 1 pour tout i. Et encore une fois, je me suis pas empêché de mettre le symbole. Ah. Ok? Donc voilà
ce que l'on cherche à faire. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de dire, j'ai une famille de vecteurs. Ce que je veux, c'est me construire une nouvelle famille de vecteurs qui engendre les mêmes choses, les mêmes espaces, d'accord, qui engendre le même espace, inclusion par inclusion, et tel que les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Ok. Alors je vais juste faire un schéma d'un exemple, et je vais faire ensuite le calcul de l'exemple. Donc disons par exemple que j'ai mon plan, comme ça, voilà. Et puis dans ce plan, je prends 2 vecteurs. Donc je vais dessiner 2 vecteurs dans ce plan. Donc je schématise la situation. Là j'ai 2 vecteurs, U1, U2. Ok. Ce que je veux, c'est passer de ces vecteurs au vecteur suivant. Et vous allez voir que je vais faire un dessin quand même un peu particulier. Donc je vais par contre mettre en bleu la droite U1. Ok. Donc ça c'est la droite, je sais pas, je l'appelle D cette droite, et puis le plan on va l'appeler P. Ok. Donc là ce que je veux c'est garder en fait une certaine stabilité entre le plan et la droite là que je viens de dessiner. Hop. Ok. De la manière suivante, donc le epsilon 1 peut être un tout petit peu plus petit, c'est possible. Mais il va avoir, peut-être qu'il est dans l'autre direction aussi, ça c'est peut-être que, bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Donc le epsilon peut être de l'autre côté, mais l'important c'est que la norme de ce epsilon soit de 1, et puis il faut que maintenant le epsilon 2 soit perpendiculaire ou orthogonal à epsilon 1. Okay. Donc là, il faut qu'il y ait une perpendicularité entre les deux vecteurs, mais à savoir que epsilon 1 et epsilon 2 engendrent tout le plan, et que epsilon 1 engendre toujours la même droite. D'accord? Donc il y a une certaine stabilité qui doit être gardée. Voilà le schéma que je veux que vous ayez en tête pour le but de cette partie de cours. Donc on va faire un exemple maintenant avec un peu de calcul pour voir un peu comment on pourrait s'y prendre avec tous les outils que nous avons sous la main. On va faire un tout petit exemple déjà dans le plan. On voit un petit exemple dans le plan. Donc dans R2. Prenons 2 vecteurs qui ne sont pas orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Ok. Alors je vais prendre U1 comme étant, par exemple, 1, 1. Puis je vais prendre U2 comme étant, je sais pas, par exemple, 3, 2. Donc je vais prendre ces 2 vecteurs. Et ce que je veux, c'est former une famille. Alors, vous pourriez me dire, là, dans le plan R2, pourquoi on se casse la tête à faire, ces deux vecteurs, puis à prendre epsilon 1 et epsilon 2. On sait que epsilon 1 et epsilon 2, on pourrait les prendre comme des bases canoniques. Ok, mais ce que je veux, c'est juste vous montrer comment ça marche dans le plan. Juste essayer d'avoir une compréhension de ce que je veux faire dans le plan. Alors, sachant que E1 et E2 ne fonctionnent pas vraiment, puisqu'il faudrait stabiliser une des droites. Hein. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Mais on pourrait se dire, ouais, bon, je prends juste un orthogonal à U1, et puis c'est terminé. Bon, ça pourrait marcher à la rigueur. Mais je voudrais vous montrer juste le mécanisme à prendre pour comprendre comment on va orthonormaliser les choses. Donc voilà. Alors, j'ai les 2 vecteurs U1, U2, très bien. Bon, et puis on va commencer par construire epsilon 1. Epsilon 1, c'est pas très dur, parce que epsilon 1, on veut que ce soit qu'elle engendre la même droite que U1, en termes de vecteur directeur. Donc epsilon 1 est vecteur directeur de la même droite donnée par U1. Donc évidemment, mes vecteurs directeurs, c'est par rapport à 0, hein, d'accord? Si je fais des vecteurs, etc., c'est par rapport à 0. Donc j'ai epsilon 1 qui doit être un vecteur directeur de U1, et pour l'instant, sur epsilon 1, la seule condition que j'ai, c'est qu'elle doit être normée. Donc epsilon 1, normée.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de epsilon 1, c'est égal à 1. Alors qu'est-ce que je peux faire comme construction la plus simple qui soit, telle que la droite soit la même, mais que le vecteur directeur soit de norme 1, ben, je peux tout simplement diviser U1 par sa norme. Donc si je prends epsilon 1 comme étant U1 divisé par la norme de U1, donc la norme de U1 ici vaut racine de 2, donc ce que je vais avoir c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Alors là, je vous le dis tout de suite, il va falloir maintenant apprendre peut-être un peu plus à manipuler les racines carrées. Ok? Pour cet examen. Bon, j'aurai juste, pour l'examen, je ne vais pas être très méchant pour ces choses-là, mais sachez qu'il y a de fortes chances qu'il va falloir manipuler des racines carrées. Donc là, par contre, j'espère que vous serez un peu entraîné pour calculer avec des racines carrées, parce que là, on va avoir beaucoup de mal à faire sans. Donc, on a epsilon 1 qui vaut ça, très bien. Bon, et puis maintenant, il faut que je construise epsilon 2. Je veux construire epsilon 2 tel que, j'ai plusieurs conditions. Je veux que epsilon 1, epsilon 2 engendrent le même espace que U1, U2. Donc quand je dis que ça engendre, ça veut dire que ça doit être les mêmes vecteurs directeurs que le plan formé par U1, U2. Je veux que epsilon 1 soit orthogonal à epsilon 2, donc epsilon 1 scanné à epsilon 2 donne 0. Et je veux de plus que la norme de epsilon 2 soit égale à 1. Ok? Alors, si on regarde d'un petit peu plus près les transformations qui pourraient être faites ici. Donc là, ce qu'on a fait une petite intermédiaire, hein, que je vais dessiner. C'est... il est où le bleu? Il est là, le bleu. Là. Donc là, je remets ma droite et mon plan. Donc là, le petit intermédiaire que j'ai fait pour l'instant, c'est changer le U1 en epsilon 1. Chose qui n'était pas si difficile finalement. Et maintenant, ce que je veux, c'est changer le U2. Bon, je le fais un petit peu plus long exprès pour pouvoir faire les dessins. Donc là, je veux changer le U2. Pour changer le U2, ce qui peut être une bonne idée, c'est de s'attarder un petit peu sur le projeté orthogonal. Car si on se souvient bien du calcul qu'on faisait pour le projeté orthogonal et tout ça, ok, je vous refais un petit schéma de ce que c'était le projeté orthogonal. Donc le projeté orthogonal, vous faites une perpendiculaire. D'accord? Vous faites une perpendiculaire passant par un point ou par un bout de vecteur que vous voulez, et vous passez par ce point et vous faites l'intersection avec la droite qui vous intéresse. Ok? Ben, ce que je peux faire, c'est faire cette perpendiculaire ici. D'accord? Faire cette perpendiculaire ici. Et puis une fois que j'ai fait cette perpendiculaire ici, eh ben, c'est justement lui qui va me servir de vecteur orthogonal. Il n'est pas encore orthonormé, mais il est déjà orthogonal. Ça peut être déjà très intéressant. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. Et pour avoir ce vecteur, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je fais ce projeté, j'obtiens juste le vecteur lui-même. On a vu que pour avoir la distance, il suffisait pour avoir cette valeur-là, il fallait faire la norme du vecteur formé par ces deux points. Le vecteur formé par ces deux points, bah, ça va être le vecteur U2 moins son projeté. Et c'est là où on commence à avoir un engrenage qui va être la façon de construire, de suivre l'algorithme de Gram-Schmidt, d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, afin d'obtenir une famille orthonormée. Ok, donc je vais maintenant réécrire ce que je viens de dire un peu plus ici, en faisant le... Donc là, je vais mettre... Donc j'ai U1 déjà, j'ai epsilon 1, pardon. Je vais juste reprendre epsilon 1. Hop. Donc epsilon 1 qui vaut 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et là, on commence à comprendre un engrenage qui va donc se... Hop. Donc pour s'assurer de l'orthogonalité,
fait que les epsilon 1 et epsilon 2 engendrent le même espace que U1, U2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le projeté orthogonal de U2 sur la droite. Donc là, par contre, il faudrait peut-être que je précise. Sur la droite formée par le vecteur U1. Donc je sais pas, il faudrait que je donne des notations. Mais bon. Peut-être que je vais l'appeler juste P1. Comme ça. D'accord? Donc la projection orthogonale, le petit symbole que je fais ici, c'est vrai que j'ai peut-être pas dit, mais le petit symbole que j'ai fait ici, ça veut juste dire orthogonal. Ok? Donc par rapport à U1. Et donc pour le projeter orthogonal par rapport à U1, bah, je peux utiliser le epsilon 1 si je veux. Et ce projeté orthogonal, bah, ça va être assez simple, ça va être U2 scalaire epsilon 1 fois epsilon 1. Alors remarquez que je n'ai pas mis quelque chose. J'ai pas mis divisé par la norme de epsilon 1 au carré. Pourquoi? Bah parce que la norme de epsilon 1, elle vaut 1. Donc j'ai pas besoin de l'écrire. Ok? Puisque je divise par 1. Donc là, voilà le calcul que je dois faire pour avoir le projeté orthogonal, donc c'est-à-dire là, le vecteur qui va être ici. Ok? Et puis, bah, pour avoir mon vecteur epsilon 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul suivant. Alors je vais appeler epsilon... je ne vais pas l'appeler tout de suite epsilon 2, mais je vais peut-être l'appeler... Il faut donner des noms, alors on va dire epsilon 2'. Le epsilon 2', bah, ça va être U2 moins ce projeté orthogonal de U2. Autrement dit, U2 moins le produit scalaire de U2 avec epsilon 1 fois epsilon 1. Ok? Et donc, grâce à ce calcul, on va pouvoir satisfaire. Donc cette soustraction correspond vraiment à cette perpendiculaire-là, à ce vecteur formé par la perpendiculaire ici. Et ce calcul, l'intérêt de ce calcul, c'est que dans un certain sens, on garde la même orientation. C'est-à-dire si vous voyez, si vous allez de epsilon 1, enfin, si vous allez de U1 à U2, si vous allez de U1 à U2, vous allez dans le même sens que si vous allez de epsilon 1 à epsilon 2. Donc par ce calcul, on garde le même sens de l'orientation, en ce sens que je viens d'expliquer, et on va pouvoir dire, bah là, on voit que U2, enfin, si j'enlève la composante en epsilon 1, je vois qu'il y a U2, je vois qu'il y a U1, donc le résultat des epsilon 1 et epsilon 2 va bien engendrer le plan. La seule chose que je n'ai pas encore, c'est le fait que epsilon 2 est normé, mais qu'importe, je diviserai par la norme de epsilon 2' pour conclure. Donc bon, on va faire un peu de calcul maintenant. Alors le U2, il vaut 3,2. Maintenant, je dois faire le calcul du projeté orthogonal. Donc, le projeté orthogonal, je dois faire le produit scalaire de U2 avec ce truc avec des racines carrées. Donc si je fais le produit scalaire comme ça, je vais avoir 3 sur racine de 2. 3 sur racine de 2 plus 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2. Le tout fois 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ok. Alors comme il y a des racines de 2 qui apparaissent un peu partout, on voit que ça va simplifier parce que racine de 2 fois racine de 2, ça fera 2. Et donc ce que j'obtiens, c'est la chose suivante. Donc j'ai 3, 5, moins. Donc les racines de 2 se simplifient. J'ai donc 5 demi, 5 demi. Et donc en faisant cette soustraction, ce que j'obtiens, c'est... 5 demi, c'est 2,5 si vous préférez. Donc ça fait 0,5 et 2,5. Ok, donc 1 demi moins 1 demi à 5 demi. Bon, je vais peut-être remettre les nombres en fractions, mais juste pour que vous ayez l'idée de quelles sont les coordonnées de epsilon prime. Et maintenant, pour avoir le fait que c'est normé, parce que c'est ce qui me manque maintenant, pour avoir le fait que c'est normé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre epsilon 2 comme étant epsilon 2 prime sur la norme de epsilon 2 prime. Et donc, ça va être... Alors la norme de epsilon 2 prime, donc là on a 1 demi au carré, plus 5 demi au carré, et je fais une racine carrée de ça. Donc ça va faire 25 plus 1, 26, donc j'ai 1 sur 2 racine de 26 pour la norme
de ce vecteur, et donc je dois faire la division par ça, donc j'ai 2 sur racine de 26. Bon, après, à la rigueur, on peut laisser le coefficient devant, 2 sur racine de 26 fois le vecteur, on a dit 1 demi, 5 demi. Et voilà, et donc j'ai terminé. L'orthonormalisation m'a donné, à partir de U1, U2, les vecteurs epsilon 1, epsilon 2. Ok? Donc voilà comment va marcher en fait l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, même dans le cas général. Alors j'aimerais juste vous faire la remarque suivante. Si j'avais échangé le rôle de U1 et de U2, le résultat ne serait pas le même. Ok? Alors je vais le faire tout de suite. Si j'échange la place de U1 et de U2, donc là je vais dire que ici j'ai U2 et ici j'ai U1. D'accord? Alors les epsilon que je vais obtenir en faisant ça, le premier epsilon c'est en faisant la norme de U1, donc la norme de U1 c'est 9 plus 4, donc ça fait 13 racine de 13. Donc ce que je vais obtenir c'est epsilon 1 va être égal à 3 sur racine de 13, 2 sur racine de 13. Et puis ensuite je fais le projeté orthogonal, donc le projeté orthogonal m'aurait donné, donc le projeté orthogonal m'aurait donné, on va y arriver, donc 1, 1, moins, donc je vais faire la somme de ces deux-là, donc là j'ai 5 sur racine de 13, fois 2 sur racine de 13 et 3 sur racine de 13. Donc ça va me faire donc 1 moins 5 fois 2, ça fait 10. Les racines de 13 deviendront 13. Donc je vais avoir 10, 13 moins 10, ça fera 3 sur 13. Et ensuite 13, et là je vais avoir 5 fois 3, 15. Donc 13 moins 15, ça fera moins 2 13e. Et puis ensuite je dois diviser par la norme, donc je dois encore calculer une norme. Et la norme de ce truc-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 9 sur 13 au carré, plus 4 sur 13 au carré. Donc ça fera encore 1 sur racine de 13 a priori. Enfin, ça fait 1 sur racine de 13. Et donc ça veut dire qu'il faut multiplier par racine de 13 cette fois. Et donc le epsilon 2 que j'obtiens, c'est 3 sur racine de 13. Donc vous voyez que je n'obtiens pas le même résultat. Moins 2 sur racine de 13. D'accord? Donc l'orthonormalisation de Gram-Schmidt dépend quand même de l'ordre des vecteurs. Donc c'est-à-dire quel est le premier vecteur que je traite, puis quel est le second vecteur que je traite, etc. etc. J'aimerais bien, je veux juste vous sensibiliser à ça. Pourquoi? Parce que on ne stabilise pas tout à fait les mêmes choses. Dans le premier cas, on stabilisait la droite 1 formée par le vecteur 1, 1, puis ensuite le plan. Dans le deuxième cas, on stabilise le vecteur 3, 2, puis ensuite le plan. Et donc ça ne donne pas du tout le même résultat. Ok? Bon. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche de manière générale, mais je pense que j'ai déjà tout dit là-dedans. Et puis on va se faire un autre exemple qui va être bien utile pour essayer de calculer les projetés orthogonaux. Vous allez le voir. Ou même des distances. Ça va être très utile pour calculer des distances. Donc dans le cas général, même dans Rn, la construction de Gram-Schmidt va se faire de la manière suivante. Donc algorithme. Disons que c'est le petit 2, le premier point c'était une introduction avec les premiers calculs. Ok. Là maintenant on parle vraiment de l'algorithme d'orthonormalisation. Donc l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt fonctionne de la manière suivante. On a nos vecteurs U1, UK, qui doivent former une famille libre. Ça c'est important. Parce que si ça ne forme pas une famille libre, à un moment donné, on va se retrouver avec un vecteur 0. Et donc ce vecteur 0, ça peut être un peu embêtant pour avoir des orthogonalités après, parce que, voilà. Donc, bon,
Il faut vraiment avoir une famille libre au départ. Bon. Et donc la construction va se faire de la manière suivante. La première étape, c'est qu'on définit epsilon 1 comme étant U1 sur la norme de U1. Ça, c'est la première étape. C'est exactement ce que j'ai fait dans l'exemple. Puis ensuite, l'étape suivante, donc qui va se faire en boucle, ça va être la chose suivante. Donc on va dire, supposons que epsilon 1 jusqu'à epsilon i sont déjà calculés. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? Ce qu'on va faire comme calcul, c'est qu'on va définir epsilon i plus 1 prime comme étant ui plus 1 moins le projeté orthogonal. Je vais mettre i de ui plus 1. Alors sachant que ce projeté orthogonal i de ui plus 1, c'est en fait égal à le produit scalaire de ui plus 1 avec epsilon 1 fois epsilon 1 plus le produit scalaire de ui plus 1 avec epsilon 2 fois epsilon 2 plus blablabla plus ui plus 1 scalaire epsilon i fois epsilon i. Ok, donc là, dans cette étape, on suppose, donc par exemple, le point de départ, on a calculé epsilon 1. Ce qu'on va faire, c'est juste U2 scalaire epsilon 1 fois epsilon 1. C'est exactement le calcul qu'on avait fait dans l'exemple. Donc voilà le calcul qu'on fait, et on définit epsilon plus 1 prime comme cela. Puis une fois que j'ai fait ça, je considère epsilon i plus 1, donc c'est la troisième étape, je considère epsilon i plus 1 qui est égal à epsilon i plus 1 prime sur sa norme. Toujours prime. Et on revient à l'étape 2. On revient à l'étape 2 si i plus 1 est plus petit que k strictement. D'accord? Donc il faut que l'algorithme se termine quand on arrive à k. Et une fois qu'on arrive à k, ça veut dire qu'on a terminé, on a epsilon 1 jusqu'à epsilon k, notre famille orthonormée qui va engendrer au fur et à mesure les mêmes espaces, les inclusions de mêmes espaces. Donc voilà comment l'algorithme d'orthonormalisation de Schmidt fonctionne. Ok, alors on va faire maintenant un autre exemple, un petit peu plus grand, et on va voir l'utilité de faire ces calculs. Alors certes, ça donne cette impression de faire beaucoup de projetés. Vous allez voir que ça peut simplifier la vie une fois qu'on a fait ces calculs-là. Pour les calculs de projetés, on ne sera pas... Par exemple, si je devais faire le projeté d'un point, puis un autre point, puis un autre point, puis un autre point sur un plan, par exemple, ça peut être très utile d'avoir une orthonormalisation d'une famille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer donc un plan. Alors, exemple. On va travailler dans R3. Et puis, je vais considérer le plan défini par l'équation, disons, par exemple, x moins 2y plus z égale 0. Je vais considérer le plan passant par 0 juste pour simplifier les choses. On va pas pour l'instant s'embêter avec des constantes. Bon. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer 3 vecteurs, cette fois-ci, qui vont former une famille libre, dont 2 d'entre eux forment ce plan, et les 3 forment l'espace. Ok? Donc, 2 vecteurs qui forment le plan, je peux considérer U1 comme étant... par exemple 2, 1, 0. Puis je peux considérer U2 comme étant 0, 1, 2. Sans me casser la tête, là je ne cherche pas à avoir d'orthogonalité. J'utilise juste les petites connaissances que nous avons là avec les hyperplans, parce que c'est encore une fois la même méthode pour avoir ces vecteurs-là, que j'utilise comme pour l'hyperplan. Donc j'ai 1, 2, et voilà. Et puis ensuite un vecteur
qui va former une famille libre avec ça, bah, je peux prendre le vecteur normal à ce plan. Donc ce que je peux prendre, c'est le vecteur U3 comme étant 1, moins 2, 1. Ce vecteur-là étant orthogonal déjà aux deux autres. Et vous allez voir que ça simplifie un petit peu les calculs, le fait qu'il soit orthogonal. Ok. Bon. Alors maintenant, on va orthonormaliser cette famille grâce à l'algorithme. Normalisons. Bon, bah, je fais ma première étape, epsilon 1, c'est égal à U1 sur la norme de U1. Donc la norme de U1 ici vaut 4 plus 1, donc 5 racines de 5. Donc ce que j'obtiens, c'est 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, 0. Bon, et puis 2. Ben maintenant, on va commencer à faire une boucle. Donc là, je cherche à avoir epsilon 2'. Epsilon 2', c'est donc d'après la formule U2 moins U2 scalaire epsilon 1 fois epsilon 1. Ok, donc il va falloir faire un tout petit peu de calcul. Alors le U2 c'est 0, 1, 2, moins le produit scalaire de U2 avec epsilon 1, ça va faire 1 sur racine de 5, donc j'ai 1 sur racine de 5 fois 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, 0. Ok, bon bah là il faut faire encore un petit peu de calcul. Ce que j'obtiens c'est donc 2, il ne bouge pas, là j'ai 1 moins 1 cinquième, donc ça va faire 4 cinquièmes, et puis 0 moins 2 cinquièmes, donc 2 cinquièmes. Ok, donc ça c'est epsilon 2'. Maintenant il faut la norme de epsilon 2'. Et la norme de epsilon 2', eh bien ça va être, donc je vais avoir alors je vais avoir 4 sur 25 plus 16 sur 25 plus 8. Donc 8, 4, pardon, le tout sous une racine. Donc ça veut dire que j'ai 1 sur 5 qui va sortir, et dans la racine j'ai 4 plus 16 plus 100. Donc ça fait 1 sur 5 fois racine de 120. Alors maintenant on va manipuler un petit peu la racine carrée pour qu'on simplifie un peu cette écriture là. Donc on peut simplifier par 4, et je crois qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Donc je vais simplifier par 4, et en simplifiant par 4, j'ai donc 2 cinquièmes de racine de 30. Alors, racine de 4, ça fait 2. D'accord, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ça. Je vais l'écrire. 120, c'est... Oups. Donc, racine de 120, c'est égal à racine de 4 fois 30. Et donc, c'est égal à 2 racines de 30. Et voilà la manipulation que je viens de faire pour la racine carrée. Donc, j'obtiens ça. Ok. Et donc, ce que je dois faire, c'est de faire la division entre ces deux choses. Donc, ce que je vais avoir, c'est... donc 3, j'ai que epsilon 2, c'est égal à, donc l'inverse de ce truc-là, c'est-à-dire 5 sur 2 racines de 30 fois le vecteur qu'on vient d'obtenir ici, c'est-à-dire 2 sur 5, 4 sur 5, 2. Bon, ça va, il y a des choses qui simplifient quand même. Donc, je l'efface ici. Parce que maintenant on a compris quelle est l'étape après à faire. Donc, je vais pas... donc ça veut dire que epsilon 2 c'est égal à... Donc le 5 s'en va ici, là j'ai 10. Et après je le divise par 2. Donc là je vais avoir 1, là je vais avoir 2, et là je vais avoir 5. Donc 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ici j'ai 1 sur racine de 30. Ok, donc là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalement fait en sorte... Ah, il y avait un moins, oui, c'est parce que je me disais, il manque un moins. Donc il y a un moins ici, et donc il y a un moins ici. Donc là normalement, j'ai fait en sorte que le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur vaut 0. Donc normalement, on doit pouvoir le vérifier très vite. J'ai moins 1 fois 2 racines de 5. J'oublie la racine de 30, c'est pas grave.
Et j'oublie la racine de 5 si vous voulez. Donc j'ai moins 1 fois 2 et 2 fois 1. Donc voilà, ça marche, ça fait 0. Donc le produit scalaire entre les deux vecteurs marche. Ok, très bien. Bon, et puis maintenant il faut epsilon 3. Alors on revient à l'étape 2. Et étape 2, il faut que je le calcule. Donc epsilon 3', ça va donc être égal à U3 fois le projeté orthogonal. Donc le projeté orthogonal, je vais directement écrire la formule. Ça va donc être U3 scalaire epsilon 1 fois epsilon 1 plus U3 scalaire epsilon 2 epsilon 2. Et puis normalement, vous avez bien fait les choses puisque vous avez pris un U3 qui était orthogonal au plan. Le fait d'avoir pris U3 orthogonal au plan, ça va faire que le projeté orthogonal sur ce plan va valoir 0. Et je vous laisse vous en convaincre par vous-même, moi je vais mettre directement 0. Je vous laisse vous en convaincre en faisant le calcul par vous-même, que en effet si vous faites le produit scalaire de lui avec lui ça fait 0, et le produit scalaire de lui avec lui, ça fera 0. Ok? Donc je vous laisse vous en convaincre, et le résultat ici c'est directement U3. Youhou, un petit peu moins de racine carrée, un peu moins de calcul, c'est bien. Donc voilà, donc au passage, en fait, l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, si vous avez déjà des vecteurs qui sont orthogonaux à des sous-espaces dans l'affaire, le calcul va être un peu plus simple. Ok? Et en fait, si vous avez une famille orthogonale, on va en parler dans quelques instants, si j'ai une famille orthogonale, pour la rendre orthonormale, tout ce qui suffira, c'est juste de normer tous les vecteurs. D'accord? Et là, c'est ce qui se passe ici. Ce vecteur-là est orthogonal aux deux autres. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de manipulation à faire de particulier avant de normaliser. Donc là, on va juste normaliser. Hop. Donc, le 3. J'ai epsilon 3 qui va être égal à epsilon 3' sur la norme de epsilon 3'. Et donc, la norme de U3, ça va faire 1 plus 4 plus 1, donc 6, racine de 6. Donc je me retrouve avec 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6. Non, j'ai dit des bêtises. Moins 2, et là c'est 1. Voilà. Et donc j'ai terminé, j'ai mon orthonormalisation de Gram-Schmidt. Mon orthonormalisation de Gram-Schmidt m'a donné epsilon 1 comme étant le vecteur 2 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, 0. Le epsilon 2 comme étant moins 1 sur racine de 30, 2 sur racine de 30 et 5 sur racine de 30. Remarquez que les racines de 30, je peux les mettre en facteur si vous voulez. Si vous ne voulez pas vous embêter à les écrire plein de fois, vous pouvez écrire comme je l'ai écrit ici, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous montrer coordonnée après coordonnée ce que ça donne. Et j'ai epsilon 3 qui vaut 1 sur racine de 6, moins 2 sur racine de 6, 1 sur racine de 6. Bon. Ok. Alors maintenant que j'ai cette orthonormalisation, j'affirme que calculer la distance entre P et n'importe quel point de l'espace, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple au sens où je ne vais pas avoir à faire beaucoup de produits scalaires pour l'avoir. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, voilà mon plan, là je viens de dessiner mon plan. Là je vais dire que j'ai un point C, alors un point C qui n'appartient pas au plan, on va dire 1, 1, 1, je pense, c'est pas mal. Ok? Et je voudrais faire le projeté orthogonal de C sur le plan. C a pour vecteur, donc directeur, c'est le vecteur directeur associé, 1, 1, 1. Eh bien, pour avoir la distance entre C et P, maintenant ça va être très simple, parce que comme on a orthonormalisé notre affaire, donc là on va dire je dessine epsilon 1, là j'ai epsilon 2, et puis epsilon 3 sort du plan.
et ils sont tous orthogonaux, d'accord? Je ne vais pas faire des angles droits partout, mais tous les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Ok? Bon. Eh bien, si je veux avoir la longueur qui est ici, tout ce qu'il me suffit d'avoir, c'est la composante en epsilon 3. Donc tout ce qu'il me suffit d'avoir ici, c'est la composante en epsilon 3. D'accord? Parce que, comme epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, je vais peut-être l'écrire. Comme epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 engendre l'espace. Alors, ben on a que C, enfin que le vecteur OC s'écrit un certain alpha 1, epsilon 1, toujours le même, alpha 2, epsilon 2, vous vous souvenez de ce genre d'écriture? Et ben on le ressort encore, epsilon 3. Ok? Et si je fais le projeté orthogonal de OC sur le plan, qu'est-ce que c'est? Ben, le projeté orthogonal de OC sur le plan, ben, c'est quoi? Ben, ça va être OC scalaire epsilon 1 fois epsilon 1 plus OC scalaire epsilon 2 epsilon 2. Mais les produits scalaires ici sont très simples, puisque epsilon 1, je vous rappelle que le produit scalaire est linéaire, donc je vais le faire juste là pour epsilon 1. Si je fais OC scalaire epsilon 1, je le fais dans le détail, j'ai alpha 1 epsilon 1 plus alpha 2 epsilon 2 plus alpha 3 epsilon 3 fois epsilon 1 en produit scalaire. Le produit scalaire étant linéaire, je peux écrire alpha 1 epsilon 1 scalaire epsilon 1 plus alpha 2 epsilon 2 scalaire epsilon 1 plus alpha 3 epsilon 3 scalaire epsilon 1. Mais comme tous les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2, ces deux produits scalaires que j'ai écrits en dernier valent tous 2 0. Et celui-ci, comme epsilon 1 est normé, celui-ci vaut 1. Oh. Et donc, le produit scalaire entre EOC et epsilon 1, c'est directement alpha 1. C'est-à-dire ce qu'il y a devant epsilon 1. La composante en epsilon 1. Ok. Alors peut-être que vous allez peut-être commencer à me voir venir. Alors, il faut que j'essaie de garder ça. Je ne vais pas effacer la dernière famille. Ok. Et donc, en fait, la partie qui nous intéresse, puisque si je fais, donc, si vous avez compris, là j'ai alpha 1. Donc ça veut dire que le projeté orthogonal, si je refais le calcul avec epsilon 2, je vais avoir alpha 2, comme vous pourriez vous en douter. Et donc le projeté orthogonal de OC, ça va être alpha 1 epsilon 1 plus alpha 2 epsilon 2. Et donc le calcul qui nous intéresse pour avoir la distance entre C et P, c'est la norme, on avait dit que c'était la norme de OC moins son projeté. OC moins son projeté, si je regarde ce qui se passe, les alpha 1 epsilon 1 vont s'en aller, les alpha 2 epsilon 2 vont s'en aller, tout ce qui me reste c'est alpha 3 epsilon 3. Et alpha 3 epsilon 3, alpha 3 epsilon 3, ça va me donner alpha 3. Pourquoi? Parce que, valeur absolue de alpha 3. Pourquoi? Parce que ça c'est une propriété sur les normes et sur les produits scalaires aussi, puisque si j'écris le produit scalaire, peut-être que ça sera plus compréhensible, mais la norme de alpha 3 epsilon 3, c'est la racine carrée du produit scalaire alpha 3 epsilon 3 avec alpha 3 epsilon 3. Linéarité me dit que j'ai racine carrée de alpha 3 au carré fois racine carrée de epsilon 3 fois epsilon 3. Mais ce produit scalaire vaut 1 parce que epsilon 3 est normé. Et puis ça va faire valeur absolue de alpha 3.
Du coup, la distance entre un point et un plan, bah, ça va être... Ouh, je ne veux pas effacer, j'ai dit. Excusez-moi. Donc la distance entre C et le plan P, bah, ça va être tout simplement la valeur absolue de OC scalaire epsilon 3. Pas mal, hein? Pas mal. Donc voilà l'utilité d'orthonormaliser. Il est là l'utilité d'orthonormaliser. Ça permet de plus facilement calculer des distances entre les points et les plans. Alors là, dans R3, on voit quand même quelque chose, mais je voudrais dire un truc important, c'est qu'en dimension supérieure, ça marche aussi. D'accord? Ça marche aussi. Si je garde les dernières composantes, et que bah, je vais avoir racine carrée des sommes des carrés des dernières composantes, bah, ça va donner la distance aussi. Okay, donc je vais le faire maintenant sur cet exemple, je vais faire le calcul, et du coup, bah, on va avoir terminé notre distance. On aurait terminé au sens où j'aurai ma distance. Donc la distance... Et vous voyez aussi que le projeteur orthogonal est très simple à calculer ici. Il n'y a pas de difficulté énorme une fois qu'on a écrit le vecteur dans la base. Bon, après, pour écrire le vecteur dans la base, ça ne va pas être très dur, et il s'agit aussi de faire des calculs de produits scalaires. Donc, je vais l'écrire après. Mais d'abord, j'aimerais terminer sur ce que je dis. Donc ici, la distance entre C et le plan, ce serait le produit scalaire entre, donc la valeur absolue du produit scalaire entre 1, 1 et 1 sur racine de 6, disons, fois 1 moins 2, 1. Et qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens donc 1 sur racine de 6, ça je ne peux pas faire grand chose. Et puis ensuite j'ai 1. Ah, c'est un point du plan. Ah oui, c'est un point du plan, d'accord, ok, désolé. Faut pas que je prenne un point du plan. Je vais mettre 3 à la place ici. C'est un point du plan, donc évidemment ça ne se passe pas comme je le voudrais. Donc 1 moins 6 plus 1. Donc 1 moins 6 plus 1, ça fait moins 4, donc valeur absolue de moins 4. Donc ça fait 4 sur racine de 6. Remarquez aussi autre chose. En fait, la distance aurait pu être calculée autrement en utilisant le vecteur normal. Si je fais le vecteur normal en faisant le produit scalaire avec le vecteur formé par le point dont on veut calculer la distance, eh bien on peut faire ce produit scalaire et on met en valeur absolue. Par contre, il faut normaliser. Et ça, on n'y aurait pas pensé peut-être si on n'avait pas fait comme ça. Ok. Bon voilà, alors j'étais en train de penser à un autre truc. Ça va me revenir peut-être. Mais, donc oui, je disais qu'en dimension supérieure et tout ça, ça peut avoir encore plus d'intérêt, parce que bon, là on travaille en dimension 3, donc on ne voit pas forcément encore suffisamment de choses, mais on pourrait aller plus loin en essayant d'avoir des distances entre des plans, entre des droites, de la même manière que ici. D'accord? Donc ça a vraiment une utilité très forte ici de faire ce Gram-Schmidt. D'accord? Donc voilà. Hop. Donc oui, je veux juste terminer sur un point. C'est qu'en fait, si je veux trouver les alpha 1, alpha 2, donc là, si par exemple je veux... Donc, ce qui n'est pas le cas pour une base quelconque. D'accord? Donc si je prends une propriété, donc si j'ai epsilon 1 jusqu'à epsilon k, une base orthonormée. Donc il y a deux choses dont je vais parler, celle-ci et un autre qui va suivre. Donc si j'ai une base orthonormée et qui soit U un vecteur de l'espace Rn, oui, alors il faut que je mette M dans ce cas-là. Voilà. Donc si je veux ça, alors si j'ai ça, alors U est égal à le produit scalaire de U avec epsilon 1 fois epsilon 1 plus U scalaire epsilon 2 fois epsilon 2 jusqu'à U scalaire epsilon n avec epsilon n.
Alors c'est pas très dur à vérifier, surtout si vous pensez à votre base canonique préférée. Si vous pensez à la base canonique préférée, disons ici que j'ai J, puis ici que j'ai I, et puis je vais dessiner un vecteur d'une autre couleur. Ben, si je veux avoir les composantes, nous l'avons déjà dit qu'il fallait avoir le nombre de fois que le vecteur I apparaît et le nombre de fois que le vecteur J apparaît. Ben, pour avoir ce nombre de fois, ce qu'on peut faire, c'est donc faire des projetés orthogonales, parce que ici les vecteurs sont orthonormés. Je peux faire des projetés orthogonaux, plutôt. Voilà, évidemment, j'ai raté. Je peux faire des projetés orthogonaux et cela va me donner les coordonnées en J et en I. C'est exactement ce qu'on fait en général quand on veut avoir les coordonnées d'un point sur un repère orthonormé comme on a l'habitude de faire avec IJ ou IJK. D'accord ? Bon, bah en fait, de manière générale, ça marche aussi. Si au lieu d'avoir une base canonique, j'ai une autre base qui est aussi orthonormée comme ça, bah, ça marche aussi. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais parler. Et est-ce que le deuxième point va me revenir? Oui, le deuxième point dont je voulais parler, c'est la proposition suivante, que si je pars d'une famille U1, UN, U1, UK qui est déjà orthogonale 2 à 2, propre, si U1 jusqu'à UK est une famille orthogonale, donc orthogonale, ça signifie quoi? Ça signifie que UI scalaire UJ égale 0 pour tout. Je ne peux pas m'empêcher, hein. Pour tout I différent de J. Donc si j'ai ça, alors l'algorithme de Gram-Schmidt donne epsilon 1 comme étant epsilon 1 sur la norme de, enfin comme étant U1 sur la norme de U1, epsilon 2 ça va être U2 sur la norme de U2 et ainsi de suite jusqu'à epsilon n, epsilon k égale UK sur la norme de UK, et ce peu importe dans quel ordre, et ce peu importe dans quel ordre dans quel ordre on effectue les transformations. Donc on effectue les calculs, disons. Ok, donc si on a déjà une famille qui est orthogonale 2 à 2, il suffira juste de les normaliser pour avoir une famille orthonormée. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire sur l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Et donc, ceci conclut les cours de maths 0600. Alors, conclut presque, mais en tout cas conclut au sens où, pour l'examen, je ne demanderai rien de plus que tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. D'accord ? Le cours 14, comme je l'ai dit, sera une ouverture. Donc, sera une ouverture sur le fait que en fait, tout ce qu'on a travaillé en géométrie, tout ça peut se généraliser dans des espaces un petit peu différents, qui ne sont pas forcément formés que de vecteurs, mais des choses un petit peu plus compliquées, comme des polynômes, des fonctions, des choses comme ça. Voilà. Que le produit scalaire pourrait être défini autrement, etc. etc. Okay. Donc on va parler un peu de ça, de généralisation pendant une petite heure. Donc ça sera l'objet du cours 14. Et ensuite, de la révision. Donc je vais faire plusieurs exercices comme ça, typiques, pour réviser, comme ça, comme je l'avais fait pour la révision du premier examen. Je le dis tout de suite, il y aura également une fiche d'exercice associée au cours de cours 12 à cours 13. Je vais mettre juste une petite fiche d'exercice pour cours 12 et cours 13. Okay. Oui, pareil, il n'y aura pas beaucoup d'exercices comme je l'ai fait pour les derniers cours là, de 8 à 11.
Et puis bah, après, voilà, donc à la suite de cette partie de cours 14, je ferai des exercices comme je l'avais fait pour l'examen 1. Et oui, c'est ça que je voulais dire, je vais sortir un examen blanc, ok, donc un examen de révision, juste pour vous permettre de pratique, c'est comme ça qu'on dit, cherchez le mot, de pratique, pour vous permettre de vous préparer au mieux pour ce deuxième examen qui, je vous l'assure, sera bien plus simple que le premier, et j'essaierai de faire en sorte que tout se passe bien dans le temps imparti, et que si vous passez vraiment plus que 3 heures dessus, c'est que y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc bon, on va essayer de faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux que ça ne l'a été l'examen précédent, et puis voilà. Bon. Sur ce, en espérant que cette vidéo arrive avant, je vous rappelle encore une fois que le devoir c'est à rendre le plus vite possible, le 22, en tout cas avant le 22. Et puis bah, l'examen sera 2 semaines après, si je ne dis pas bêtise. Donc 2 semaines après, le 6 mai, jeudi 6 mai. Et commencera à 15 h, l'heure à laquelle je mettrai le sujet d'examen comme je l'avais fait la dernière fois. Et terminera, donc pas à 15 h. 15 h heure française, donc 9 h heure canadienne. Donc commencera à 9 h heure canadienne, 9 h du matin, et finira à 9 h du soir, comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, comme la dernière fois, donc vraiment, voilà quoi. Si vous avez des questions là-dessus, tout ça, vous n'hésiterez pas, je l'espère. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes révisions, une bonne fin peut-être de devoir si cette vidéo arrive avant et que vous la voyez avant. Et puis voilà, bah, à la prochaine. Allez, salut!